Chapitre 1, la fondation. Gabriel Clark, du haut de son 1,90 m, avait la carrure d'un homme qui avait tout gagné à la sueur de son front et à la sueur de son front. À 42 ans, sa présence attirait l'attention dans chaque pièce où il entrait. Ses larges épaules, qui avaient autrefois manié le marteau sur les chantiers, ses mains calleuses et son regard gris acier, ne laissaient rien passer. Ses yeux avaient vu des empires s'élever et s'effondrer, des partenariats se dissoudre et des concurrents sombrer dans la faillite, toujours grâce à sa conception minutieuse. La transformation du gamin maigrichon du Riverside Trailer Park en homme d'affaires le plus redouté de la région des Trois-Comtés ne s'était pas faite du jour au lendemain. L'enfance de Gabriel avait été un véritable modèle de survie. Élevé par une mère célibataire qui cumulait 3 emplois pour pouvoir nourrir leur table pliante. Linda Clark avait fait le ménage le soir, rempli les rayons tôt le matin et servi en salle le week-end, tout en élevant un fils qu'il avait vu tout sacrifier pour son avenir. « N'oublie jamais d'où tu viens », lui avait-elle répété maintes fois, les mains irritées par les produits de nettoyage industriel. Mais ne laissez personne vous retenir. Gabriel avait pris ces mots à cœur, mais il y avait ajouté sa propre philosophie. Ne laissez jamais celui qui vous a aidé à gravir les échelons oublier le prix à payer pour vous avoir trahi en chemin. Chaque faveur était assortie d'intérêt. Chaque gentillesse avait une date d'expiration. Chaque relation était un contrat au terme non négociable. La demeure familiale des Clark s'étendait sur un terrain de 5 hectares sur les collines surplombant la ville, témoignage de l'ascension de Gabriel à partir de rien. La maison elle-même était un exemple d'excès contrôlé. 32 pièces de marbre importé, des boiseries sculptées à la main et des systèmes technologiques plus coûteux que la plupart des maisons. Chaque brique, chaque accessoire, chaque jardin soigneusement entretenu témoignait d'un homme qui refusait tout ce qui n'était pas parfait. L'allée circulaire pouvait accueillir 20 voitures, même si Gabriel recevait rarement plus que quelques privilégiés dont la loyauté était incontestable. Mais le joyau de son empire n'était ni la maison, ni les voitures, ni même l'entreprise. C'était sa famille, ou ce qu'il avait cru être sa famille. L'empire de la construction de Gabriel comptait 3 entreprises opérant dans 4 États. Clark Construction s'occupait de projets résidentiels. Clark Commercial gérait des immeubles de bureaux et des centres commerciaux, et Clark Infrastructure obtenait les lucratifs contrats gouvernementaux pour la construction d'autoroutes, de ponts et de bâtiments municipaux. Chaque entreprise employait plus de 200 ouvriers, et Gabriel connaissait le nom de chaque contremaître, les points forts de chaque chef de projet et les faiblesses potentielles de sa structure organisationnelle. Il avait commencé avec rien d'autre qu'un pick-up et la volonté d'effectuer des travaux que les autres entrepreneurs refusaient. Il rampait dans les égouts pour réparer des fuites de fondation, démolissait des bâtiments abandonnés dans des quartiers dangereux, reconstruisait des maisons après des catastrophes naturelles lorsque les compagnies d'assurance traînaient les pieds. Gabriel avait appris très tôt que les chantiers dont personne ne voulait étaient souvent les plus rentables. Et ce désespoir rendait les clients très généreux. Sa réputation dans le secteur était légendaire. Gabriel Clark livrait à temps, en dessous du budget et avec une qualité dépassant les spécifications. Il détruisait également quiconque tentait de le duper, de sous-estimer ses offres ou de voler ses ouvriers. 3 entreprises avaient fait faillite après avoir tenté de débaucher les meilleurs employés de Gabriel. 2 conseillers municipaux avaient perdu leur siège après avoir accepté des pots de vin de concurrents de Gabriel. Un dirigeant syndical qui avait tenté de le soudoyer avait fait l'objet d'une enquête fédérale pour détournement de fonds. Denise Clark, son épouse depuis 15 ans, avait été la perle rare qu'il avait gagnée après avoir gravi les échelons grâce à sa fortune. Elle avait grandi à Maple Heights, le genre de quartier où médecins et avocats élèvent leurs enfants, où l'échec était rare et la pauvreté réservée aux autres. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois lors d'une vente aux enchères caritatives, Gabriel enchérissant sur des services de construction, Denise représentant l'immobilier haut de gamme, elle l'avait rejeté, le jugeant un peu rustre, trop intense, trop concentré sur les affaires pour être intéressant. La quête de Denise par Gabriel avait été comme tout le reste de sa vie, méthodique, acharnée et finalement couronnée de succès. Il avait découvert ses restaurants préférés et s'était arrangé pour y être vu. Il achetait des propriétés et des quartiers où elle faisait visiter des maisons, lui offrant des ventes faciles et de généreuses commissions. Il avait participé à des événements caritatifs qui ne l'intéressaient pas, faisant des dons qui garantissaient que son nom serait mentionné à côté du sien dans les pages mondaines. Leur relation avait duré 2 ans, mais Gabriel n'avait jamais douté de l'issue. Denise représentait tout ce pourquoi sa mère avait travaillé, la classe, l'éducation, des liens sociaux que l'argent seul ne pouvait acheter. Elle était belle, à la manière discrète des familles aisées, assez intelligente pour diriger sa propre entreprise et assez ambitieuse pour apprécier ce que Gabriel pouvait lui offrir.
Leur mariage avait été l'événement mondain de la saison, organisé au country club, où Gabriel avait travaillé comme jardinier pendant ses études secondaires. Le symbolisme n'avait échappé à personne. Le jeune homme du parc à caravane avait non seulement atteint les sommets de la société, mais les avait complètement conquis. 300 invités avaient vu Gabriel Clark prendre sa place parmi l'élite pour laquelle il s'était battu toute sa vie. Emma Clark, aujourd'hui âgée de 11 ans, était la lumière du monde de Gabriel. Elle avait hérité des traits raffinés de sa mère et de la force d'acier de son père, une combinaison qui lui promettait de ne jamais avoir à lutter pour le respect comme Gabriel l'avait fait. Emma était intelligente, féroce et se comportait avec l'assurance de quelqu'un qui n'avait jamais connu la pauvreté ni l'impuissance. Gabriel s'assurait qu'elle comprenne la valeur de la loyauté, l'importance de la famille et les conséquences de la trahison. Il lui transmettait des leçons à travers des histoires et des exemples, sans jamais imaginer qu'elle en avait été témoin. La relation de Gabriel avec son jeune frère, Shaun, avait toujours été compliquée. Là où Gabriel était déterminé et calculateur, Shaun était impulsif et faible. Leur différence d'âge. À la fin de la cérémonie, Gabriel et Denise posèrent pour les dernières photos avec leurs invités les plus importants. Le bras de Gabriel autour de la taille de sa femme était possessif plutôt que protecteur, et son sourire exprimait une satisfaction qui n'avait rien à voir avec le bonheur conjugal. Les derniers invités partirent peu après minuit, et Gabriel aida Denise à se lever. Robe raffinée et tendresse digne d'un époux dévoué. Ils firent l'amour cette nuit-là avec une intensité qui surprit Denise. La passion de Gabriel semblait se nourrir de la complexité émotionnelle de la soirée qu'ils venaient de partager. Mais lorsque Denise s'endormit dans les bras de son mari, elle ignorait que la cérémonie de renouvellement des vœux était le dernier acte de son ancienne vie. Gabriel Clark avait célébré leur mariage en public tout en se préparant en privé à détruire tous ceux qui l'avaient trahi. Le piège était tendu, les preuves rassemblées, et la vengeance allait commencer. Chapitre 8. La toile s'effondre. Le mois suivant le renouvellement des vœux, le véritable génie de Gabriel se révéla dans une symphonie de destruction orchestrée. Chacun de ses gestes au cours des mois précédents commença à porter ses fruits, ses ennemis se retrouvant piégés dans des situations qu'ils avaient eux-mêmes créées, incapables d'échapper aux conséquences de leur trahison. Vincent Jackson, cherchant désespérément à maintenir un lien avec Denise après l'avoir vue se réengager publiquement dans son mariage, tenta de plus en plus imprudemment de la contacter. Ces tentatives furent soigneusement surveillées et documentées par l'équipe de sécurité de Gabriel, créant un système de harcèlement ce qui s'avérerait utile dans la phase finale du plan de Gabriel. Les SMS de Vincent devenaient de plus en plus fréquents et désespérés. Je n'arrête pas de penser à toi. Quand pourrons-nous nous revoir? Ton mari ne te mérite pas. Chaque message était automatiquement transféré vers la messagerie sécurisée de Gabriel, où il rejoignait un ensemble croissant de preuves qui serviraient bientôt à un objectif précis. Pendant ce temps, le projet Riverside comme en phase 2 que Gabriel avait proposé à Vincent commençait à connaître les complications inattendues que Gabriel avait intégrées à la planification dès le départ. Les études environnementales révélaient des problèmes de contamination nécessitant des mesures d'assainissement coûteuses. Une contamination existante, mais délibérément négligée lors de l'évaluation initiale du site. L'approbation des permis était retardée par des formalités administratives que les contacts de Gabriel auraient pu accélérer, mais qu'ils avaient choisi de ne pas prendre. Les délais de construction étaient comprimés par des préoccupations météorologiques légitimes, mais résolubles avec une planification adéquate et des ressources adéquates. Chaque problème était réel, mais gérable pour une entreprise disposant d'une trésorerie adéquate et d'une gestion de projet expérimentée. L'entreprise de Vincent n'avait ni l'un ni l'autre. Jackson & Associates commençait à perdre de l'argent, les exigences du projet dépassant leurs capacités, exactement comme Gabriel l'avait prévu lors de la structuration de l'accord de partenariat. Gabriel se rendait régulièrement sur le chantier, jouant le rôle de partenaire de l'entreprise tout en documentant systématiquement chaque erreur commise par l'équipe de Vincent. Il arrivait avec des solutions à des problèmes que Vincent ne pouvait résoudre seul, se rendant indispensable tout en soulignant l'incompétence de Vincent. Les fondations ont pris du retard, constata Gabriel lors d'une visite du chantier, passant en revue les délais de construction avec Vincent et le chef de chantier. Nous allons devoir faire appel à des équipes supplémentaires pour respecter nos délais. Les équipes supplémentaires coûtent de l'argent que nous n'avions pas prévu au budget, répondit Vincent, la tension perceptible dans la voix. Gabriel hocha la tête avec sympathie. Bien sûr, Clark Construction peut couvrir les coûts supplémentaires et ajuster l'accord de partage des bénéfices en conséquence. Nous sommes partenaires sur ce projet, Vincent. Quand l'un de nous réussit, nous réussissons tous les deux.
Ce que Vincent ne comprenait pas, c'est que chaque faveur accordée par Gabriel était consignée dans des modifications de partenariat qui transféraient progressivement le contrôle financier de Jackson & Associates à Clark Construction. Gabriel rachetait l'entreprise de Vincent pièce par pièce, utilisant le désespoir de Vincent contre lui. Le coup fatal fut porté lorsque les sociétés écrans de Gabriel commencèrent à réclamer des dettes que Vincent ne réclamait pas. Il ne réalisait même pas qu'il devait de l'argent à un réseau complexe de sous-traitants et de fournisseurs. Gabriel avait veillé à ce que l'entreprise de Vincent soit financièrement mêlée à des entités contrôlées par Gabriel. Lorsque ces entités ont soudainement exigé le paiement immédiat des services rendus, l'entreprise de Vincent s'est effondrée en 48 heures. Le génie de la guerre financière de Gabriel résidait dans sa complexité juridique. Chaque dette était légitime. Chaque contrat était exécutoire, chaque demande de paiement justifiée par les services réellement fournis. Vincent avait signé sans le savoir des accords qui mettaient son entreprise à la merci de Gabriel, créant ainsi un levier que Gabriel pouvait exercer à sa guise. Vincent Jackson a déposé le bilan un jeudi matin, devant le tribunal fédéral, tandis que Gabriel était assis à la tribune, soi-disant là pour soutenir son associé dans une période difficile. Vendredi après-midi, Vincent faisait face à des poursuites judiciaires de la part de créanciers que Gabriel avait stratégiquement positionnés pour agir rapidement contre ses biens personnels. Lundi matin, la réputation de Vincent dans le secteur était détruite. Ses biens personnels étaient gelés dans l'attente d'une procédure judiciaire, et ses licences professionnelles étaient examinées pour des irrégularités financières soigneusement documentées par l'équipe juridique de Gabriel. Vincent est passé du statut d'architecte prospère à celui de paria inemployable. En moins d'une semaine, Denise ignorait tout de l'effondrement professionnel de Vincent jusqu'à ce qu'il débarque à son agence immobilière, désespéré et dérangé. L'homme avec qui elle avait eu une liaison était méconnaissable, débraillé, paranoïaque, et parlait sans arrêt de Gabriel comme s'il avait orchestré sa destruction. Il est au courant pour nous. Vincent saisit les mains de Denise par-dessus son bureau, une poigne désespérée et légèrement douloureuse. Gabriel sait tout. Il m'a détruite morceau par morceau, et maintenant il s'en prend à toi. Le sang de Denise se glaça, mais elle se força à garder son calme. C'est impossible. Gabriel ne sait rien. Tu es paranoïaque. Juste parce que ton entreprise a fait faillite. Les affaires ne font pas faillite comme ça, Denise. Chaque problème, chaque retard, chaque crise financière, tout est lié. Ton mari est un monstre, et il joue avec nous comme des pièces d'échecs. Le désespoir de Vincent le rendait dangereux d'une manière qui terrifiait Denise. Il menaça de parler lui-même de leur liaison à Gabriel, de tout révéler dans un acte final de destruction mutuelle qui entraînerait « Si je dois tout perdre, je ne vais pas mourir seul », dit Vincent, sa voix imprégnée de la morosité d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Je dirai tout à Gabriel. Les hôtels, les informations que tu as partagées sur ces projets, les plans que nous avions faits, tout. Denise parvint à calmer Vincent et à le renvoyer. Mais elle savait qu'il était une bombe à retardement. Ces menaces n'étaient pas vaines. Un homme menacé de ruine avait tout intérêt à entraîner ses ennemis avec lui. Elle passa le reste de la journée dans un état de panique à peine maîtrisé, cherchant comment gérer une situation qui lui échappait. Ce soir-là, Gabriel accueillit sa femme avec sa chaleur habituelle, lui demandant comment s'était passée sa journée et lui racontant les derniers succès d'Emma à l'école. Son comportement était si normal, si inchangé que Denise faillit se convaincre que Vincent avait tort quant à l'implication de Gabriel dans sa destruction. Mais plus tard dans la nuit, alors que Gabriel dormait paisiblement à ses côtés, Denise remarqua quelque chose qui la glaça. Sur la table de nuit de Gabriel, à peine visible dans l'obscurité, se trouvait un classeur en papier craft. Étiqueté Jackson & Associates, analyse financière. Gabriel était au courant depuis le début. Denise resta éveillée pendant des heures, les yeux rivés au plafond, tandis que son mari dormait paisiblement à ses côtés. Chaque geste romantique des derniers mois, chaque rencontre passionnée, chaque instant de réconciliation apparente n'avait été qu'un mensonge. Gabriel avait planifié la destruction de Vincent tout en lui faisant l'amour avec une passion renouvelée, usant de l'intimité physique pour dissimuler sa trahison. Le lendemain matin apporta la confirmation des pires craintes de Denise. Le comportement de Gabriel ne changea pas. Il était toujours le mari attentionné, le père dévoué, l'homme d'affaires prospère qui semblait tout maîtriser. Mais maintenant, Denise pouvait voir le calcul derrière chacun de ses actes, la froide planification qui avait orchestré la destruction de Vincent tout en maintenant une façade de bonheur conjugal. Gabriel Clark avait joué le jeu de vengeance le plus long et le plus sophistiqué que Denise puisse imaginer,
et elle commençait seulement à comprendre à quel point elle avait été déjouée. Chapitre 9, le coup final. Denise confronta Gabriel le lendemain matin, les mains tremblantes et les larmes aux yeux. Elle passa la nuit blanche à répéter ce qu'elle dirait, comment elle expliquerait sa trahison, ce qu'elle pourrait offrir pour obtenir son pardon. Elle s'attendait à la colère, à la violence, à une confrontation dramatique. Le genre de réaction explosive à la hauteur de ce qu'elle avait fait. Ce qu'elle obtint fut infiniment pire. Une déception froide et clinique, exprimée avec la précision dépassionnée d'une présentation professionnelle. « Depuis combien de temps êtes-vous au courant » murmura-t-elle d'une voix à peine audible. Gabriel continua, mangeant son petit déjeuner, sans même lever les yeux de son journal. Le Wall Street Journal était plié en deux pour un article sur les tendances du secteur de la construction, et il semblait plus intéressé par l'analyse de marché que par la crise émotionnelle de sa femme. Au courant de quoi, précisément? La voix de Gabriel était dénuée de toute émotion. Votre liaison avec Vincent Jackson depuis environ 3 mois. Votre collaboration au vol de mes informations commerciales depuis environ 6 semaines. Le plan de Vincent pour vous convaincre de me quitter depuis environ 10 jours. La désinvolture avec laquelle il énumérait ses trahisons était plus terrifiante que n'importe quelle colère. Le ton de Gabriel suggérait qu'il parlait de désagréments mineurs plutôt que de la destruction de leurs 15 ans de mariage. Gabriel, je peux vous expliquer. Inutile. Gabriel leva enfin les yeux, ses yeux gris acier ne trahissant aucune émotion. J'ai les transcriptions de vos conversations, des photos de vos réunions, les relevés de chaque réservation d'hôtel et de chaque repas au restaurant. Je sais exactement ce que vous avez fait, quand, pourquoi et combien cela vous a coûté. La minutie de sa surveillance était stupéfiante. Gabriel l'observait depuis des mois, documentant chaque trahison tout en conservant l'apparence d'un mari dévoué. Les dîners romantiques, les ébats passionnés, la cérémonie de renouvellement des vœux, tout cela n'était qu'une performance artistique conçue pour recueillir des preuves tout en la détruisant psychologiquement. Denise s'affala sur une chaise, la situation devenant évidente. Que me voulez-vous? Gabriel sourit pour la première fois ce matin-là, mais ce n'était pas une expression agréable. C'était le sourire d'un prédateur qui a finalement acculé sa proie après une longue et patiente traque. Je veux que vous compreniez le prix de la trahison, dit Gabriel, sa voix portant l'autorité tranquille qui avait bâti son empire. Vincent Jackson pensait pouvoir utiliser ma femme pour voler mes secrets d'affaires et détruire ma réputation. Il est aujourd'hui en faillite, inemployable et accusé au niveau fédéral de fraude financière qu'il a commise en tentant de sauver son entreprise. Ces accusations le mèneront à une peine de prison. Gabriel a présenté ses explications avec le même ton neutre qu'il utilisait pour les mises à jour des projets de construction. La destruction de Vincent n'était pas une vengeance personnelle. C'était simplement la conséquence logique de mauvaises décisions et d'une planification inadéquate. Vous l'avez détruit. Il s'est détruit lui-même. Gabriel a corrigé, j'ai simplement supprimé les filets de sécurité qui auraient pu le sauver de sa propre incompétence. Vincent Jackson a toujours été un architecte médiocre, misant sur son charme et ses relations plutôt que sur ses véritables compétences. Lorsque ces relations ont été rompues et que son charme s'est révélé inefficace, ses véritables capacités sont apparues au grand jour. La révision des événements par Gabriel était à la fois précise et dévastatrice. Vincent avait bel et bien commis les erreurs qui l'ont ruiné, signé des contrats sans en comprendre les implications, accepter des projets au-delà de ses capacités et prendre des décisions désespérées qui ont compromis son intégrité professionnelle. Gabriel avait simplement créé les circonstances qui ont rendu ces erreurs inévitables et irréversibles. Shauna préférait la drogue et l'alcool à la sécurité de sa famille. Gabriel a continué, d'un ton immuable. Il purge actuellement 2 ans de prison. Son fils Jake suit une thérapie pour des troubles du comportement liés à un traumatisme et Jem travaille comme caissière dans une épicerie discount, car aucun hôpital n'embauche une infirmière qui abandonne son enfant en cas d'urgence médicale. Denise comprenait de plus en plus clairement ce schéma. Gabriel ne se contentait pas de punir la trahison. Il créait des situations où les traîtres se détruisaient par leur propre choix. Les problèmes de drogue de Shaun existaient avant l'intervention de Gabriel, mais ce dernier avait veillé à ce que ces problèmes aient les conséquences les plus graves pour toutes les personnes concernées. Et moi, demanda doucement Denise, même si elle commençait à comprendre que la vengeance de Gabriel serait plus sophistiquée qu'une simple punition. Le sourire de Gabriel s'élargit légèrement. Tu es ma femme, Denise. Tu as prononcé tes vœux à 2 reprises, la 2e fois en me trahissant activement.
Ces vœux ont une signification particulière pour moi, même s'ils n'en avaient aucune pour toi. Au cours des semaines suivantes, Denise a découvert ce que Gabriel entendait par honorer leurs vœux de mariage. Elle resterait Madame Gabrielle Clark, vivant dans leur manoir, entretenant leurs relations sociales et jouant le rôle d'épouse dévouée en public. Mais elle n'aurait plus jamais accès à leur compte bancaire, ne prendrait plus jamais de décisions indépendantes concernant l'éducation de leur fille, et ne jouirait plus jamais d'intimité ni d'autonomie. Gabriel avait engagé Kathleen Hutchkin, soi-disant comme femme de ménage, pour aider Denise dans ses tâches domestiques. En réalité, Kathleen était une inspectrice de police à la retraite qui avait assuré la sécurité sur les chantiers de Gabriel. Chargée de surveiller les moindres faits et gestes de Denise et de signaler toute tentative de contact avec Vincent ou d'autres amants potentiels, son téléphone était surveillé par un logiciel qui enregistrait les appels et copiait les SMS. Son accès à son ordinateur était limité au site web approuvé par l'équipe informatique de Gabriel. Sa voiture était équipée d'un système de localisation GPS qui enregistrait chaque destination. Et la durée du séjour. Le plus humiliant, c'est que Kathleen accompagnait Denise à toutes les réceptions. Présentée comme une assistante personnelle, mais agissant comme un garde du corps hautement qualifié, Gabriel contrôlait également sa vie professionnelle. Sa licence d'agent immobilier fut discrètement suspendue pour manquement à l'éthique lié à des conflits d'intérêts, notamment l'utilisation d'informations privilégiées de l'entreprise de son mari au profit d'entreprises concurrentes. Cette suspension était temporaire mais renouvelable, obligeant Denise à dépendre des relations de Gabriel pour ses futurs revenus. Plus cru, Gabriel maintenait en public la façade de leur mariage amoureux par des performances d'une complexité psychologique magistrale. Lors des réceptions, il était le même mari attentionné et romantique qu'il avait toujours semblé être. Il lui tenait la main avec une affection apparente, lui murmurait des mots doux à l'oreille, qui étaient en réalité de subtils rappels de sa captivité, et jouait le rôle d'un époux dévoué si parfaitement que ses amis ne cessaient de commenter leur bonheur apparent. « Tu es magnifique ce soir », murmurait Gabriel à l'oreille de Denise lors des galas de charité, ces mots étant chargés d'un double sens qu'elle seule pouvait comprendre. « J'aime t'avoir à mes côtés, sachant où et avec qui vous êtes. » En privé, Gabriel traitait Denise avec une indifférence polie, plus accablante que ne l'aurait été la colère. Il ne lui parlait que lorsque cela était nécessaire pour la gestion du ménage ou les soins d'Emma, faisait chambre à part et ne manifestait aucun intérêt pour l'intimité physique. Denise était devenue prisonnière de son propre foyer, prisonnière des liens sociaux et de la dépendance financière que Gabriel avait cultivée tout au long de leur mariage. La guerre psychologique était subtile mais dévastatrice. Gabriel n'a jamais élevé la voix, n'a jamais menacé de violence, n'a jamais rien fait que des observateurs extérieurs auraient pu considérer comme de la maltraitance. Au contraire, il a créé un cadre de vie où Denise comprenait parfaitement que sa liberté, son avenir et sa relation avec Emma dépendaient de la tolérance continue de Gabriel. La défaite finale de Vincent Jackson est survenue 6 mois plus tard, lorsque les procureurs fédéraux, armés de preuves soigneusement rassemblées par Gabriel dans le cadre de transactions commerciales légitimes, l'ont inculpé de multiples chefs d'accusation de fraude et de complot. Parmi les preuves figuraient des documents que Vincent avait signés alors qu'il tentait désespérément de sauver son entreprise. Des documents que les avocats de Gabriel avaient rédigés pour être techniquement légaux, mais pratiquement accablants. Les accusations de fraude. Ces accusations reposaient sur les tentatives de Vincent de dissimuler les problèmes financiers de son entreprise à ses clients et à ses créanciers. Lorsque Jackson & Associates a commencé à faire faillite, Vincent a continué d'accepter de nouveaux projets, tout en sachant qu'il manquait de ressources pour les mener à bien. Il a également fourni de faux états financiers pour obtenir des prêts d'urgence, espérant ainsi finaliser les projets en cours et rétablir la solvabilité de son entreprise. Toutes ces actions étaient légitimement frauduleuses, mais elles n'avaient été commises qu'après que la destruction systématique de l'entreprise de Vincent par Gabriel les ait fait apparaître comme ses seules options de survie. Gabriel avait créé le désespoir qui a conduit à ce comportement criminel, puis fourni les preuves qui ont assuré la condamnation de Vincent. Lors de l'audience de détermination de la peine de Vincent, Gabriel était assis dans la galerie, aux côtés de Denise, jouant le rôle d'un citoyen soucieux de la communauté qui souhaitait que justice soit faite. La présence de Gabriel était un coup de maître psychologique. L'homme d'affaires prospère, dont le mariage avait survécu à l'indiscrétion passagère de sa femme, soutenait la procédure judiciaire qui assurerait la sécurité de sa famille. Lorsque le regard de Vincent a croisé celui de Gabriel de l'autre côté de la salle d'audience, Gabriel a fait un léger signe de tête en guise d'acquiescement. Un professionnel reconnaissant une autre compétence supérieure, là le vainqueur reconnaissait la défaite inévitable du perdant. Vincent Jackson fut condamné à 8 ans de prison fédérale pour fraude, complot et obstruction à la justice.
Son ex-femme avait emmené leurs enfants et déménagé dans un autre état après avoir reçu des lettres de menaces. Anonyme, potentiellement lié au réseau d'associés de Gabriel. À la sortie du tribunal, Gabriel prit la main de Denise avec une affection apparente, jouant parfaitement son rôle devant les médias et les observateurs judiciaires. Aux yeux de tous, il ressemblait à un couple ayant survécu à l'adversité ensemble et en étant ressorti plus fort. La vérité était plus sombre. Gabriel avait créé un enfer qui durerait aussi longtemps que Denise respirerait. Un rappel que la vengeance de certains hommes n'était pas un moment de violence, mais une vie de conséquences. Emma Clarke, aujourd'hui âgée de 12 ans et se remettant bien de son expérience traumatisante chez Shawn, restait la lumière du monde de Gabriel. Elle était assez âgée pour comprendre que sa famille avait traversé des épreuves, mais assez jeune pour accepter les explications de Gabriel sur les problèmes professionnels et les décisions d'adultes qui les avaient séparés de l'oncle Shawn et de sa famille. Gabriel s'assurait qu'Emma comprenne l'importance de la loyauté, l'importance de garder les secrets de famille et les conséquences d'une trahison. Ces leçons n'étaient pas inculquées avec brutalité, mais intégrées aux conversations quotidiennes, aux histoires du soir et aux activités père-fille, renforçant ainsi le lien entre elles tout en transmettant à Emma les valeurs de la famille Clarke. Certaines personnes font des promesses qu'elles ne tiennent pas, expliqua Gabriel à Emma un soir alors qu'ils travaillaient ensemble sur son projet scolaire. Quand cela arrive, il y a toujours des conséquences. Les bonnes personnes qui tiennent leurs promesses sont récompensées. Les mauvaises personnes qui ne tiennent pas leurs promesses s'exposent à des conséquences qui ne leur plaisent pas. Emma assimila ces leçons avec l'intelligence vive qu'elle avait héritée de ses deux parents. Elle comprit que son père était un homme qui protégeait ceux qui le méritaient et punissait ceux qui ne le méritaient pas. Elle grandirait en sachant que Gabriel Clarke n'oubliait jamais une gentillesse ni ne pardonnait une trahison. Gabriel Clarke avait bâti son empire en étant plus intelligent, plus impitoyable et plus patient que ses concurrents. Sa guerre personnelle avait été gagnée en utilisant les mêmes principes. Non par la violence ou la confrontation dramatique, mais par la création systématique de situations où ses ennemis se détruisaient eux-mêmes par leur propre choix. Dans le monde de Gabriel, le pardon était une faiblesse. La miséricorde était dangereuse, et la confiance un privilège qui ne pouvait être gagné que par une loyauté absolue. Ceux qui apprenaient ces leçons prospéraient sous sa protection. Ceux qui les violaient servaient d'exemple à quiconque envisagerait de trahir la confiance de Gabriel Clarke. La dernière leçon était d'une élégante simplicité. Gabriel Clarke n'oubliait jamais, ne pardonnait jamais et ne manquait jamais de recouvrer ce qui lui était dû. Sa vengeance ne se résumait pas à un seul acte, de la violence n'était pas la seule raison, mais une campagne soigneusement orchestrée qui détruisit complètement ses ennemis tout en préservant sa réputation et ses relations. Dans le manoir Clarke surplombant la vie continuait avec son nouvel équilibre. Un mariage parfait, en réalité une prison parfaitement construite, supervisée par un homme qui avait transformé l'amour en levier et la clémence en un luxe qu'il n'offrirait plus jamais à ceux qui se montraient indignes de sa confiance. Gabriel avait gagné sans partage, et sa victoire servirait d'avertissement à quiconque envisagerait de trahir la loyauté d'un homme qui bâtissait des empires en détruisant ceux qui se dressaient sur son chemin. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. 2-3 ans leur avaient semblé d'une génération durant leur enfance. Tandis que Gabriel travaillait après l'école et étudiait les techniques du bâtiment à la bibliothèque, Shawn avait traversé le lycée sans but ni ambition. Shawn avait épousé Jamie Wallace à 22 ans, un mariage précipité rendu nécessaire par la grossesse de Jem et de Jake. Jem était issu d'une famille aisée de la classe moyenne. Son père était directeur de lycée, sa mère infirmière. C'étaient des gens bien qui avaient élevé leur fille dans des valeurs traditionnelles et des attentes raisonnables. Jem avait été acceptée en école d'infirmière et envisageait de devenir puéricultrice. Des rêves qui avaient déraillé lorsque Jake était arrivé plus tôt que prévu. Gabriel les avait aidés à maintes reprises au fil des ans. Il avait toujours justifié ses obligations familiales, mais se sentait de plus en plus comme une charité offerte à des gens qui n'en appréciaient pas la valeur. Il avait financé la tentative ratée de Shawn de créer une entreprise d'aménagement paysager, versé la compte pour leur modeste maison de 3 chambres et offert à Jake des opportunités que le garçon n'aurait jamais eues autrement. Frais de scolarité dans une école privée, colonie de vacances, équipements sportifs et contributions aux loisirs universitaires que Shawn ne semblait jamais reconnaître. La famille est primordiale, disait souvent Gabriel, même si sa définition de la famille était assortie de conditions strictes, loyauté, respect et confiance absolue. En brisant ces conditions, Gabriel Clarke était devenu un homme complètement différent. Il avait appris en voyant sa mère tout sacrifier pour des gens qui n'appréciaient jamais ses efforts. La générosité de Gabriel s'accompagnait de contrats invisibles. Et il tenait un registre méticuleux de chaque faveur,
de chaque gentillesse, de chaque investissement dans l'avenir d'autrui. La soirée du 15 octobre commença comme toutes les autres chez les Clark. Gabriel travaillait tard dans son bureau du centre-ville, un immeuble de 15 étages qu'il avait acheté et rénové pour en faire le siège de son empire du bâtiment. Les 3 derniers étages abritaient les bureaux de direction de Clark Construction, la suite d'angles de Gabriel offrant une vue panoramique sur la ville qu'il avait contribué à bâtir. Les murs étaient couverts de photographies encadrées de ses projets, centres commerciaux, immeubles de bureaux, complexes résidentiels, portant sa signature architecturale. Il étudiait le contrat du projet Riverside Commons, un vaste projet à usage mixte qui allait consolider sa position de premier entrepreneur de la ville. Le projet comprenait 200 logements, 4600 mètres carrés de commerce et une tour de bureau de 12 étages qui abriterait son nouveau siège régional. Le contrat représentait 18 mois de travaux et 47 millions de dollars de chiffre d'affaires. Le genre de projet qui financerait les études d'Emma dans une prestigieuse université et assurerait la position sociale de Denise pour des générations. Le souci du détail de Gabriel était légendaire dans le secteur. Chaque clause du contrat était scrutée à la loupe. Chaque sous-traitant était contrôlé. Chaque calendrier était planifié avec une précision militaire. Il employait une équipe à temps plein d'avocats, de comptables et de chefs de projet dont l'unique mission était de s'assurer que Gabriel Clark ne conclut jamais d'accords susceptibles d'être utilisés contre lui. Les contrats de Riverside Commons étaient parfaits, chaque imprévu couvert, chaque responsabilité transférée à d'autres parties, chaque marge bénéficiaire protégée. Denise était censée être à la maison avec Emma, l'aidant aux devoirs et maintenant la routine domestique que Gabriel appréciait par-dessus tout. Le foyer Clark fonctionnait selon des horaires planifiés des semaines à l'avance, activités scolaires d'Emma, rendez-vous immobilier de Denise, réunion d'affaires de Gabriel. Les perturbations étaient rares et généralement temporaires. Elles étaient gérées avec la même efficacité que Gabriel apportait à ses projets de construction. Ce que Gabriel ignorait, c'est que 3 mois plus tôt, Denise avait assisté à la réunion des anciens élèves de son lycée pour ses 15 ans et avait renoué avec Vincent Jackson. Vincent avait 2 ans d'avance sur Denise à l'école. Le genre d'athlète populaire qui semblait destiné à la gloire, mais qui s'était contenté d'un succès ordinaire. Il avait étudié le baseball à l'université, étudié l'architecture et était revenu dans la région après son divorce pour créer son propre cabinet. Vincent Jackson possédait ce que Gabriel n'avait jamais offert, des mots doux et un charme naturel. Là où Gabriel était intense et concentré, Vincent était détendu et attentionné. Là où Gabriel discutait affaires et agenda, Vincent parlait d'art, de voyages et de rêves différés. Là où Gabriel faisait l'amour avec la même intensité maîtrisée qu'il mettait à tout le reste. Vincent offrait la tendresse et le lien émotionnel dont Denise avait oublié le besoin. Leur liaison avait commencé par d'innocentes rencontres autour d'un café, puis s'était transformée en long déjeuner, pour finalement s'intensifier jusqu'à des rendez-vous bi-hebdomadaires dans l'appartement de Vincent en centre-ville. Denise se disait que c'était temporaire, un exutoire émotionnel inoffensif qui ne menaçait ni son mariage ni son avenir. Elle se persuadait que Gabriel était trop concentré sur ses affaires pour remarquer sa distance grandissante, trop confiant en son contrôle pour remettre en question sa loyauté. Shawn et Jem organisaient une soirée pyjama chez eux, un arrangement devenu routinier l'année précédente. Jake, maintenant âgé de 14 ans, appréciait la visite de son jeune cousin. Et les soirées pyjama offraient à Gabriel et Denise du temps seul ensemble. Du temps que Denise utilisait pour retrouver Vincent pendant que Gabriel travaillait tard au bureau. Mais cette soirée-là allait bouleverser les routines minutieuses qui régissent l'existence de la famille Clark, révélant des trahisons qui allaient détruire certaines vies et en transformer d'autres au point de les rendre méconnaissables. Chapitre 2, l'appel du ténébreux. À 2h17, le téléphone de Gabriel vibra, un texto d'Emma lui parvint. Papa, il y a un problème. Le père de Jake se comporte bizarrement et ne me laisse pas partir. Gabriel fut immédiatement alerté. Son instinct d'ouvrier du bâtiment se réveilla. Emma n'était pas une enfant dramatique. Si elle disait que quelque chose n'allait pas, c'était faux. Elle avait hérité de Gabriel la capacité d'évaluer les situations rapidement et avec précision, un trait qu'il avait encouragé en lui apprenant à se fier à son instinct et à s'exprimer quand quelque chose clochait. Il appela immédiatement chez Shawn, laissant sonner 15 fois avant de raccrocher. Le silence, à l'autre bout du fil, était plus dérangeant qu'une ligne occupée. Gabriel essaya ensuite le portable de Jem, son anxiété augmentant à chaque sonnerie. Gabriel. La voix de Jem était tendue, presque chuchotée, avec un bruit de fond qui ressemblait à la télévision ou à une musique trop forte. Tout va bien. Les enfants jouent juste à des jeux vidéo.
Tu sais comment ils sont quand ils veillent tard. Passe-le au téléphone. Mince, elle est aux toilettes. Écoute, je te dirai de t'appeler demain matin, d'accord? Shaun est juste strict sur l'heure du coucher. Tu sais comment il est quand il a bu quelques bières. La simple mention de Shaun buvant en surveillant des enfants fit grimper la tension artérielle de Gabriel. Le rapport de Shaun à l'alcool était une source d'inquiétude depuis des années, même si Gabriel espérait que son frère ferait preuve de plus de discernement pour s'occuper d'Emma. Je veux parler à ma fille. Réveille-la s'il le faut. Gabriel, s'il te plaît, n'en fais pas un drame. Shaun sera contrarié si vous. La ligne est coupée. Gabriel fixait son téléphone, son instinct lui criant que quelque chose n'allait pas. Il avait bâti son empire en se fiant à son instinct, et son instinct lui disait que sa fille était en difficulté. Il enfila ses vêtements et se rendit chez Shaun, un trajet de 20 minutes à travers des rues désertes qu'il avait fait en 12. Le pick-up de Gabriel, le même modèle qu'il avait conduit lorsqu'il était jeune entrepreneur, mais désormais personnalisé avec des équipements de luxe, avalait les kilomètres tandis que son esprit explorait les possibilités. L'alcoolisme de Shaun avait augmenté ces derniers temps, surtout après avoir perdu son emploi à la Syrie. Les dettes de Jem pour ses études d'infirmière s'accumulaient et leur mariage était tendu depuis des mois. La maison de Shaun se trouvait dans une impasse d'un des vieux quartiers de la ville, un modeste ranch de 3 chambres que Gabriel leur avait offert 8 ans plus tôt. La maison était sombre, à l'exception d'une seule lumière au sous-sol, visible à travers des fenêtres censées être occultées par des rideaux. Gabriel remarqua immédiatement que la voiture de Shaun était garée de travers dans l'allée et que des traces de pneus dans le jardin suggéraient une conduite erratique. Gabriel frappa à la porte d'entrée jusqu'à ce que Shaun réponde, visiblement ivre et agité. L'apparence de son frère était choquante. Cheveux ébouriffés, yeux injectés de sang, et une odeur caractéristique d'alcool mêlé à autre chose. Une odeur chimique que Gabriel ne put identifier immédiatement. « Gabriel, qu'est-ce que tu fous là? Où est Emma? Elle va bien. Elle est en bas avec les autres enfants. » Shaun avait une voix pâteuse et vacillait légèrement en parlant. « Jem t'a dit que tout allait bien. » Gabriel dépassa son frère et se dirigea vers l'escalier du sous-sol, ignorant les protestations de Shaun. Le sous-sol était censé être la salle de jeu de Jake, avec des consoles de jeux vidéo, un billard et des sièges confortables où les enfants pourraient se détendre en toute sécurité. Ce que Gabriel vit le glaça. Emma était assise, blottie dans un coin avec 2 autres enfants. Les camarades de classe de Jake, tous terrifiés. Jake était introuvable, et une forte odeur d'alcool flottait, et Gabriel reconnut maintenant comme de la fumée de marijuana. Dispersés dans la pièce, des bouteilles de bière vides, un banc qui n'était pas la lors de la dernière visite de Gabriel, et ce qui ressemblait à des flacons de médicaments, mal dissimulés derrière des cartons de décoration de Noël. « Emma, viens ici tout de suite. » Sa fille courut vers lui, les larmes aux yeux. « Papa, Monsieur Shaun avait un comportement vraiment effrayant, et Jake disparut à l'étage, et ils ne nous laissèrent pas partir. Il n'arrêtait pas de dire des choses bizarres et de rire pour rien. » Gabriel prit Emma dans ses bras et se tourna vers Shaun, qui se tenait en bas des escaliers, titubant. Derrière Shaun, Gabriel pouvait voir les traces d'une fête qui avait dégénéré. D'autres bouteilles, du matériel de drogue et ce qui ressemblait à des vêtements de femmes éparpillés autour d'un coin salon improvisé. « Shaun, qu'est-ce qui se passe ici? » « Rien. Gabriel, il s'amuse juste un peu. Tu ne comprendrais pas. Tu es toujours si sérieux, si autoritaire. Un homme peut-il se détendre chez lui? » La voix de Gabriel baissa à peine, un ton qui avait poussé les hommes adultes à prendre du recul et à reconsidérer leur choix de vie. « Où est Jake? » « Il dort à l'étage. » « Écoute, personne n'a été blessé. Prends Emma et va-t'en. C'est ma maison, je peux faire ce que je veux ici. » Gabriel porta Emma à l'étage et trouva Jake évanoui dans sa chambre, manifestement après avoir consommé de l'alcool et peut-être d'autres substances. Le garçon respirait, mais ne réagissait pas. Son visage était rouge et son pouce accélérait. Gabriel appela immédiatement les secours, puis resta auprès d'Emma pendant que les ambulanciers s'occupaient de Jake, et la police recueillit les dépositions des enfants terrifiés. L'enquête révéla que Shaun organisait des fêtes pour adultes dans son sous-sol depuis plusieurs mois, des événements impliquant consommation de drogue, excès d'alcool et ce que la police qualifia délicatement d'activités inappropriées. Jem était au courant de certaines de ces fêtes, mais affirmait avoir reçu l'assurance qu'aucun enfant n'y serait présent. La localisation de Jem pendant l'incident devint un élément crucial de l'enquête policière.
Les premiers rapports indiquaient qu'elle travaillait de nuit à l'hôpital, mais les dossiers médicaux indiquaient qu'elle s'était déclarée malade ce soir-là. Une enquête plus approfondie a révélé qu'elle se trouvait dans l'appartement de Vincent Jackson, en centre-ville, lorsque l'incident s'est produit. Gabrielle a appris cette information lorsque la police l'a contactée en tant que proche parent d'Emma. Madame Clark se trouvait au 412 rue Maple, appartement 3B. L'inspecteur Arnold Pugh a informé Gabrielle lors d'un appel téléphonique le lendemain matin. Il s'agit du domicile de Vincent Jackson, un architecte. Elle a prétendu discuter d'une transaction immobilière, mais compte tenu du moment et des circonstances, nous avions des questions complémentaires. Le monde de Gabrielle a basculé. Vincent Jackson, le même architecte dont Gabrielle se souvenait grâce aux histoires de retrouvailles de Denise. Celui qu'elle avait mentionné avoir croisé plusieurs fois récemment. Le même Vincent Jackson dont le cabinet avait soumis des offres suspectes pour les projets de Gabrielle. Au matin, Shawn Clark était accusé de fourniture d'alcool à des mineurs, de mise en danger d'enfants et de possession de substances réglementées. Les médias locaux ont relayé l'information. Le frère d'un commerçant local a été arrêté pour mise en danger d'enfants. L'histoire incluait des détails sur l'empire immobilier de Gabrielle, montrant clairement que les actions de Shawn avaient une mauvaise image de toute la famille Clark. La priorité de Gabrielle était le bien-être d'Emma. Il s'arrangea pour qu'elle reste avec sa mère pendant que la crise était gérée, puis entreprit méthodiquement d'exclure complètement Shawn de sa vie. Les propriétés dont Shawn était copropriétaire furent transférées sous le contrôle spirituel de Gabrielle. Les relations d'affaires, dont Shawn faisait partie, furent rompues. Le soutien financier que Gabrielle avait apporté pendant des années fut définitivement suspendu. Mais la découverte du lieu où se trouvait Jem souleva des questions auxquelles Gabrielle n'était pas préparée. Des questions qui allaient révéler des trahisons bien plus profondes que la faiblesse et l'égoïsme de son frère. Chapitre 3. Révélation et colère. La découverte de la présence de Jem dans l'appartement de Vincent Jackson pendant la crise suscita des questions qui firent tiquer l'esprit méthodique de Gabrielle. Pourquoi sa belle-sœur se trouvait-elle dans l'appartement d'un autre homme à 2 heures du matin, surtout dans un appartement appartenant à un architecte dont Gabrielle avait entendu parler par sa propre femme? Les pièces du puzzle ne s'assemblaient pas logiquement, à moins que la conclusion logique ne soit une conclusion que Gabrielle n'était pas prêt à accepter. Les compétences d'enquête de Gabrielle, affinées au fil des années à examiner les entrepreneurs et les partenaires commerciaux, se tournèrent vers sa propre famille avec une intensité qu'il réservait habituellement aux grands projets de construction. Il contacta Ralph Cully, un détective privé qui l'avait aidé à démasquer des employés malhonnêtes et des fournisseurs frauduleux par le passé. Ralph était un ancien inspecteur de police qui comprenait que Gabrielle Clark payait bien pour un travail minutieux et discret. « J'ai besoin que tu examines les activités de ma femme au cours des 6 derniers mois, dit Gabrielle à Ralph lors d'une réunion dans un restaurant à 30 mètres de la ville. Commence par son agence immobilière, mais je veux savoir où elle va, toutes les personnes qu'elle rencontre, tous les rendez-vous de son agenda. Ralph travaillait pour Gabrielle depuis assez longtemps pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une simple vérification d'antécédents. Jusqu'où voulez-vous que j'aille? Jusqu'au fond des choses. Relevé téléphonique, relevé de carte de crédit, réservation d'hôtel, facture de restaurant. Je veux savoir ce qu'elle a déjeuné il y a 3 mois et avec qui. Ce genre d'enquête prend du temps et coûte de l'argent. Gabrielle glissa une enveloppe sur la table. Le temps est plus important que l'argent. J'ai besoin de réponses dans les 48 heures. Ralph rendit son rapport en 36 heures, et il contenait suffisamment de preuves pour détruire l'univers de Gabrielle. Des photos montraient Denise entrant dans l'appartement de Vincent Jackson, construisant à plusieurs reprises au cours des 3 derniers mois. Des relevés de cartes de crédit révélaient des débits dans des restaurants et hôtels de luxe les jours où Denise prétendait faire visiter des maisons à des clients. Des relevés téléphoniques montraient de longues conversations entre Denise et Vincent les soirs où Gabrielle travaillait tard au bureau. Mais la preuve la plus accablante était les transcriptions de SMS que Ralph avait obtenues grâce à des contacts au sein des forces de l'ordre. Des captures d'écran d'échanges intimes entre Denise et Vincent révélaient non seulement une liaison, mais une trahison plus profonde que Gabrielle ne l'aurait imaginé. Votre mari travaille encore sur un projet Morrison ce soir. Un message de Denise disait, il sera au bureau jusqu'à minuit au moins pour revoir les spécifications des fondations. La réponse de Vincent la glaça. Gabrielle était au sang. Parfait. Cela nous laisse largement le temps de discuter de nos propres fondations. À ce propos, avez-vous reçu ces détails de la chronologie qu'il a mentionné au dîner? Les messages révélaient que Denise avait fourni à Vincent des informations privilégiées sur les relations d'affaires de Gabrielle, partageant des détails sur les projets à venir,
les stratégies d'appel d'offres et les relations clients. Des informations qu'elle avait recueillies lors de conversations au dîner, d'appels téléphoniques entendus et de documents que Gabriel lui avait bêtement confiés. Gabriel était assis dans son bureau, les yeux rivés sur les preuves étalées sur son bureau en acajou. La pièce qui avait toujours été son sanctuaire, remplie de récompenses, d'articles de journaux encadrés sur sa réussite commerciale et de photos de projets de construction qu'il avait construits de toutes pièces, ressemblait désormais à une scène de crime. Chaque souvenir des 15 dernières années était contaminé par la certitude que sa femme l'avait systématiquement trahi tandis qu'il bâtissait un empire pour assurer son avenir. Les relevés téléphoniques montraient des appels entre Denise et Vincent à l'occasion de leur anniversaire. Des frais d'hôtel apparaissaient pour des rendez-vous où Gabriel était absent pour affaires, confiant à sa femme la gestion du foyer et l'éducation de leur fille. Les factures de restaurant faisaient état de dîners romantiques survenus pendant que Gabriel travaillait 16 heures par jour pour financer le train de vie de Denise et les études d'Emma dans une école privée. La révélation finale est survenue lorsque Gabriel a comparé les activités commerciales de Vincent avec ses propres échéanciers. L'entreprise de Vincent Jackson avait soumis des offres compétitives pour 5 projets majeurs au cours des 4 derniers mois. Des offres qui semblaient conçues spécifiquement pour concurrencer les propositions de Gabriel avec des marges si étroites qu'elles suggéraient une connaissance privilégiée des stratégies de prix de Gabriel. Le contrat de développement de Harborview, d'une valeur de 12 millions de dollars, avait été attribué à l'entreprise de Vincent après que celle-ci eut soumis une offre exactement 2% inférieure à celle de Gabriel. La rénovation du complexe municipal, évaluée à 8 millions de dollars, avait été attribuée à Vincent après que son entreprise eut proposé un calendrier incroyablement serré, à moins de connaître à l'avance le calendrier de construction de Gabriel. Plus récemment, le projet Riverside Common, projet phare de Gabriel qui représentait l'aboutissement de sa carrière, avait été menacé par la proposition concurrente de Vincent, qui intégrait des éléments de design dont Gabriel avait discuté avec Denise lors de conversations privées. Gabriel Clark avait bâti son empire en étant plus intelligent, plus impitoyable et plus patient que ses concurrents. Il avait survécu à l'environnement impitoyable du secteur de la construction en détruisant ceux qui tentaient de le duper et en récompensant ceux qui lui prouvaient leur loyauté. Mais il n'aurait jamais imaginé que la plus grande menace pour tout ce qu'il avait construit viendrait de chez lui. La trahison avait été plus profonde que toutes les pertes commerciales que Gabriel avait jamais subies. 15 ans de mariage, et Denise avait tout gâché pour un homme qui l'utilisait pour lui voler l'œuvre de toute une vie. Mais pire encore que la trahison personnelle, c'était l'humiliation professionnelle. Vincent Jackson avait déjoué Gabriel en affaires grâce à des renseignements recueillis auprès de sa propre épouse. Gabriel avait passé 3 jours à planifier. 3 jours à se remémorer toutes les leçons que son enfance brutale lui avait apprises sur la survie et la vengeance. Sa mère était morte en croyant que les gens bien qui travaillaient dur finiraient par être récompensés. Mais Gabriel avait appris une vérité plus cruelle, les gens bien qui refusaient de se battre de manière déloyale seraient détruits par ceux qui le faisaient. Il avait maintes fois pardonné les faiblesses de Shawn, toléré le sentiment d'avoir droit à tout de j'aime, ignoré la froideur et la distance émotionnelle croissante de Denise. Il se disait que la famille impliquait d'accepter les imperfections, que l'amour exigeait patience et compréhension. Cette époque était révolue. Le téléphone de Gabriel sonna tandis qu'il examinait les preuves. C'était l'inspecteur Pugh qui apportait des nouvelles de l'affaire Shawn. « Votre frère risque une peine sévère », l'informa l'inspecteur. Les drogues que nous avons trouvées n'étaient pas que de la marijuana. Il y avait des médicaments sur ordonnance pour lesquels il n'a pas d'ordonnance, et les quantités suggèrent une distribution plutôt qu'un usage personnel. Qu'est-ce que cela signifie pour le témoignage d'Emma? Elle n'aura pas à témoigner si votre frère accepte un arrangement. Mais Gabriel, il y a autre chose que tu dois savoir. Nous enquêtons depuis des semaines, et votre frère était impliqué avec des personnes dangereuses, des trafiquants de drogue qui n'aiment pas les détails. Gabriel a traité cette information avec le même calcul froid qu'il mettait à prendre ses décisions commerciales. La situation de Shawn dégénérait, dépassant la simple mise en danger d'un enfant, et risquait de menacer la sécurité d'Emma et la réputation de Gabriel. Que recommandez-vous? Votre frère devrait accepter l'accord proposé par le procureur. Et vous devriez envisager de renforcer la sécurité de votre famille. Ce ne sont pas des gens qui respectent les limites. Gabriel raccrocha et prit une décision qui allait définir le reste de sa vie. Emma restait chez sa mère jusqu'à ce que la crise soit passée, ce qui lui donnait l'intimité nécessaire pour se préparer. Il fit appel à des contacts dans les forces de l'ordre, le bâtiment et l'urbanisme. Il liquida discrètement certains investissements, transférant de l'argent sur des comptes intraçables. Plus important encore, il commença à tout documenter.
chaque trahison, chaque contrat volé, chaque mensonge. Vincent Jackson ignorait que son aventure amoureuse l'avait placé dans le collimateur d'un homme qui avait bâti un empire en détruisant systématiquement quiconque le défiait. Denise ignorait que l'acceptation silencieuse de son récent éloignement par son mari était le fruit d'une observation attentive, et non d'une confiance aveugle. Gabrielle Clark s'apprêtait à leur rappeler à tous pourquoi le contrarier était la dernière erreur que l'on commettait. Chapitre 4. La toile prend forme. La vengeance de Gabrielle ne serait ni rapide ni simple. Des hommes comme Vincent Jackson et des femmes comme Denise s'épanouissaient dans le drame et la gratification immédiate. Gabrielle ne leur offrirait ni l'un ni l'autre. Au lieu de cela, il tisserait une toile si soigneusement construite qu'ils se détruiraient en essayant d'y échapper, sans jamais comprendre que chacun de leurs gestes avait été anticipé et planifié. Son premier geste fut chirurgical et brillant. Gabrielle avait découvert, grâce à l'enquête de Ralph Cully, que le cabinet d'architecture de Vincent, Jackson & Associates, était lourdement endetté et en retard sur plusieurs paiements. Le principal prêteur du cabinet était la First National Bank, où Gabrielle exerçait une influence considérable grâce à ses prêts à la construction et à ses relations personnelles nouées au cours de 15 années d'activité rentable. Gabrielle organisa un déjeuner avec Malcolm Finch, le président de la banque, un homme qui avait largement profité de l'empire de la construction de Gabrielle. Leur relation datait de 12 ans, fondée sur le respect mutuel et la confiance qui naît de partenariats toujours rentables. Malcolm, je dois discuter d'un problème potentiel, dit Gabrielle au sujet des enjeux du restaurant le plus cher de la ville. J'ai appris que Jackson & Associates utilisait des informations privilégiées pour concurrencer mes offres. Des informations qu'il n'aurait pas pu obtenir légalement. Malcolm Finch était un banquier avisé qui comprenait la nature concurrentielle du secteur de la construction. C'est une accusation grave. Gabrielle, avez-vous des preuves? Gabrielle a produit un dossier soigneusement préparé contenant des comparaisons entre ses propositions de projet et les offres retenues de Vincent. Les similitudes étaient trop précises pour être une coïncidence. Les propositions de Vincent répondaient à des préoccupations que Gabrielle n'avait évoquées qu'avec des membres de sa famille, intégraient des solutions à des problèmes non identifiés publiquement et proposaient des délais impossibles à respecter sans connaître les calendriers de construction de Gabrielle. Ces informations ne pouvaient provenir que d'une personne ayant accès à mes discussions commerciales privées, a expliqué Gabrielle. Une personne qui connaissait mes stratégies, mes délais et mes structures de prix. Malcolm a étudié les documents avec l'attention soutenue d'un homme qui a bâti sa carrière sur l'analyse des risques. Cela suggère de l'espionnage industriel. Avez-vous contacté les forces de l'ordre? Je préfère gérer les problèmes commerciaux par les canaux professionnels, a répondu Gabrielle. Jackson & Associates est déjà en difficulté financière. S'ils s'engagent également dans des pratiques contraires à l'éthique, il est peut-être temps de réévaluer leur solvabilité. La conversation a été brève mais efficace. Dans les 48 heures, Jackson et Associates ont été avisés que leur prêt était appelé à un examen immédiat. L'examen soudain de la Banque des finances de l'entreprise de Vincent a révélé des irrégularités qui n'étaient pas techniquement illégales, mais ont suggéré une mauvaise gestion et des pratiques commerciales douteuses. Simultanément, Gabrielle a commencé à acquérir des propriétés par le biais de sociétés écrans gérées par son avocat, Charles Parker. Pas n'importe quelle propriété, en particulier les bâtiments où Vincent avait des projets en cours. Le réseau de relations commerciales de Gabrielle. Construit sur 15 ans de travaux de construction réussi lui a donné accès à des informations sur les ventes de biens avant de devenir des connaissances publiques. Le génie de la stratégie de Gabrielle était sa subtilité. Il a acheté des bâtiments à des prix supérieurs au marché, rendant les ventes attrayantes pour les propriétaires actuels tout en se positionnant pour contrôler l'environnement de travail de Vincent. Du jour au lendemain, Vincent s'est retrouvé à faire face à de nouveaux propriétaires qui avaient des idées très différentes sur les délais de construction, les exigences de permis et la satisfaction des contrats. Les sociétés écrans de Gabrielle se sont inscrites dans les États où les dossiers de propriété étaient plus difficiles à tracer et ont commencé à imposer des exigences supplémentaires au projet de Vincent. Les inspections environnementales qui n'avaient pas été requises en vertu de la propriété antérieure, les examens de la conformité en matière de sécurité qui ont retardé les horaires de construction, permettent des modifications qui nécessitaient des refontes coûteuses des travaux déjà en cours. Chaque exigence était techniquement légale et raisonnablement justifiée. L'expérience de Gabrielle dans la construction lui a donné une connaissance intime des codes du bâtiment, des réglementations de sécurité et des processus de permis qui pourraient être utilisés pour créer des obstacles légitimes pour des projets qui n'étaient pas correctement planifiés ou adéquatement financés. Vincent Jackson s'est retrouvé à combattre des incendies sur plusieurs fronts sans comprendre qu'ils étaient tous connectés.
Son examen des prêts consommait du temps et de l'énergie qui auraient dû se concentrer sur la gestion de projet. Ses horaires de construction étaient perturbés par de nouvelles exigences de propriétaires qui semblaient déterminés à rendre sa vie difficile. Son flux de trésorerie était pressé par des retards et des dépenses supplémentaires qui mangeaient dans des marges bénéficiaires déjà minces. Pendant ce temps, Denise avait du mal avec sa propre crise, ignorant que son mari orchestrait la destruction de Vincent. Gabrielle était devenue encore plus attentive récemment, lui apportant des fleurs, planifiant des dîners romantiques et manifestant un véritable intérêt pour sa carrière immobilière. Sa nouvelle attention l'a confondue. Exactement comme Gabrielle le voulait. Vous semblez stressé ces derniers temps, a déclaré Gabrielle lors du dîner un soir, sa voix chaude avec une fausse préoccupation. Peut-être que vous devriez prendre ces vacances que vous avez mentionnées. Vous avez travaillé si dur. Denise a presque étouffé sur son vin. Elle avait mentionné vouloir partir avec Vincent, mais pas pour Gabrielle. Le fait qu'il ait semblé connaître ses désirs de voyage sans qu'elle en ait discuté directement était troublant. Je ne pensais pas que tu écoutais quand j'ai dit ça. Je t'ai toujours écouté, ma chérie. En fait, j'ai pensé que nous devrions renouveler nos vœux. 15 ans méritent une célébration. Tu ne penses pas? La suggestion a terrifié Denise. Un renouvellement de vœux rendrait Gabrielle encore plus compliqué, en particulier avec les affaires de Vincent en difficulté. Récemment, elle a remarqué que Vincent était de plus en plus stressé par les problèmes de travail, bien qu'il ait insisté sur le fait que ce ne sont que des revers temporaires qui se résoudraient eux-mêmes. Gabrielle a regardé l'inconfort de sa femme avec la satisfaction d'un maître d'échecs, voyant que son adversaire s'est rendu compte qu'ils étaient piégés. Chaque mouvement qu'il a fait a servi à plusieurs fins. Resserrer le nœud coulant tout en maintenant sa façade de mari dévoué. Nous pourrions avoir la cérémonie au Grandview Hotel. Gabrielle a poursuivi, mentionnant le lieu le plus prestigieux de la ville. Février serait parfait juste autour de la Saint-Valentin. Je pense à 200 invités, peut-être plus. Tous nos amis et associés commerciaux, votre famille, tous ceux qui comptent pour nous. L'échelle que Gabrielle proposait ferait du renouvellement du vœu un événement social majeur, qui serait impossible à annuler sans créer de scandale qui détruirait la réputation de Denise et les relations commerciales. La plupart de ses clients immobiliers sont passés par les connexions commerciales, les constructeurs, les développeurs et les investisseurs de Gabrielle qui ont travaillé avec Clark Construction sur des projets majeurs. Gabrielle a commencé à planifier le renouvellement du vœu avec la même attention méticuleuse qu'il a apportée à des projets de construction. Il a embauché le planificateur de mariage le plus cher de la ville, a réservé la salle de bal de l'hôtel Grandview et a commencé à envoyer des cartes de rendez-vous à tous ceux qui comptaient dans leurs cercles sociaux et commerciaux. Pendant ce temps, Shawn était assis dans la prison du comté en attente de procès. Et Jem avait été forcé d'emménager avec ses parents après avoir perdu son emploi lorsque le scandale s'est cassé. Gabrielle a rendu visite à Shawn une fois, lui apportant des documents juridiques pour signer. Des papiers qui Shawn, désespéré et honteux, ont signé sans lire attentivement. Ces documents ont transféré la participation de Shawn dans plusieurs propriétés familiales à Gabrielle, consolidant le contrôle de Gabrielle sur les actifs que Shawn ne se souvenait même pas qu'il possédait. Les transferts ont été structurés comme le pardon de la dette pour les prêts que Gabrielle avait faits au fil des ans, ce qui les faisait paraître généreux plutôt que prédateurs. J'essaie de vous aider, Shawn. Gabrielle a dit à son frère à travers le verre de sécurité de la prison. Lorsque vous sortez, vous aurez besoin d'un nouveau départ. Ces transferts de propriété éliminent vos dettes et vous donnent une ardoise propre. Shawn, brisé par sa situation et reconnaissant pour toute aide, a remercié Gabrielle à profusion. Il ne savait pas qu'il venait de signer sa part de propriété d'une valeur de plus de 2 millions de dollars, des actifs qui avaient été détenus dans des fiducies familiales que leur mère avait établies avant sa mort. Le génie du plan de Gabrielle était sa patience. Alors que Vincent a lutté avec des délais de plus en plus impossibles et une pression financière, et Denise a lutté avec la culpabilité et la confusion au sujet du renouvellement du vœu, Gabrielle a méthodiquement éliminé ses options. Il créait une situation où il devrait faire des choix désespérés, des choix qui les damneraient de manière plus approfondie que tout acte de vengeance. Ralph Cully a continué à fournir des renseignements sur les activités de Vincent et Denise, suivant leurs réunions et communications avec la minutie d'une opération militaire. Gabrielle connaissait chaque appel téléphonique, chaque SMS, chaque réservation d'hôtel qu'ils ont faite. Leur intimité était une illusion qu'il leur a permis de maintenir pendant qu'ils recueillaient des preuves et resserraient son emprise. À Noël, Vincent Jackson se noyait dans des problèmes qu'il ne pouvait pas résoudre et les pressions qu'il ne pouvait pas comprendre. Son entreprise échouait.
Sa relation avec Denise a été tendue par l'attention accrue de son mari, et son stress affectait sa santé et son jugement. Gabriel Clark, quant à lui, planifiait l'événement social de la saison, une cérémonie de renouvellement des vœux qui célébrerait publiquement son mariage tout en marquant en privé le début de la phase finale de sa vengeance. Chapitre 5. Point de pression. En décembre, Vincent Jackson se noyait dans une mer de problèmes qui semblaient se multiplier plus rapidement qu'il ne pouvait les résoudre. Son cabinet d'architecte avait perdu 3 contrats majeurs lorsque de nouveaux propriétaires d'immeubles ont imposé des exigences impossibles pour que les annulations du projet forcées. Son examen des prêts avait abouti à des horaires de paiement accélérés qui saignaient son entreprise à sec, la First National Bank nécessitant des rapports financiers hebdomadaires et menaçant une forclusion immédiate sur son espace de bureau. Le plus mystérieusement, les permis pour ses projets en cours ont été retardés ou rejetés pour des violations de plus en plus techniques qui semblaient conçues pour le mettre en faillite. Le développement de la vue Harbour, qui aurait dû être son salut ferme, a été bloqué en raison de préoccupations environnementales qui n'avaient pas existé pendant la phase de planification initiale. La rénovation du complexe municipal était en attente en raison de questions d'intégrité structurelle qui nécessitaient des consultations en ingénierie coûteuses. Chaque projet que Vincent a touché semblait développer des complications qui étaient techniquement légitimes, mais pratiquement dévastatrices. Vincent ne savait pas que Gabriel Clark orchestrait sa destruction grâce à un réseau de contacts, de sociétés décortiquées et de pressions soigneusement exprimées. Les 15 années de Gabriel dans l'industrie de la construction lui avaient donné des relations avec les inspecteurs des bâtiments, permettent aux responsables, aux consultants en environnement et aux gestionnaires immobiliers de la région. Un mot silencieux de Gabriel Clark au sujet des préoccupations concernant un projet était suffisant pour déclencher des revues qui pourraient retarder la construction pendant des mois. Tout ce que Vincent savait, c'était que sa liaison avec Denise Clark était devenue le seul point lumineux dans un monde de plus en plus sombre. Mais même cette relation se tendait alors que Denise avait des difficultés avec ses propres pressions. « Laissez-le » a exhorté Vincent Denise lors d'une de leurs réunions de mercredi après-midi dans son appartement. « Mes problèmes commerciaux sont temporaires, mais je ne peux pas continuer à vous regarder rentrer chez vous dans ce bâtard contrôlant tous les soirs. » Denise a été déchirée entre son attirance pour Vincent et sa peur croissante de la réaction de Gabriel s'il découvrait leur affaire. Les récents gestes romantiques de Gabriel se sentaient simultanément authentiques et étouffants. La cérémonie de renouvellement du vœu était prévue pour le 14 février, et Gabriel avait déjà invité plus de 200 invités, y compris chaque figure majeure de leurs milieux sociaux et commerciaux. Vincent, vous ne comprenez pas ce que signifierait le départ de Gabriel, a essayé Denise d'expliquer. Il n'est pas seulement mon mari. Il contrôle tout dans ma vie. Mon entreprise, mes connexions sociales, ma sécurité financière. La plupart de mes clients immobiliers passent par ces projets de construction, nous allons donc établir de nouvelles connexions. Papé Vincent parce qu'ils étaient vrais. Chaque email, chaque appel téléphonique était enregistré et analysé par l'équipe de Ralph Cully de spécialistes techniques. Leur vie privée était une illusion que Gabriel leur a permis de maintenir pendant qu'il recueillait des preuves de la phase finale de son plan. La prochaine décision de Gabriel a été particulièrement cruelle dans son impact psychologique. Il s'est arrangé pour que Emma passe la semaine de Noël avec les parents de Denise, puis surprend sa femme avec un voyage romantique aux Bahamas. Les vacances étaient le cadeau de Noël de Gabriel à Denise. Une semaine dans un complexe de luxe où il pouvait se concentrer entièrement sur elle tout en la retirant de l'influence de Vincent. Pendant 7 jours, Gabriel a parfaitement joué le rôle de mari dévoué. Attentif, aimant, passionné. Il a fait l'amour à sa femme avec une intensité qui lui a rappelé pourquoi elle l'avait épousé tout en photographiant secrètement ces moments de bonheur authentiques. Les photographes professionnels de la station ont capturé des images du couple embrassant sur la plage, partageant des dîners romantiques et regardant vraiment amoureux. Ces photographies serviraient plus tard un objectif spécifique dans le plan de Gabriel. Mais pendant les vacances elles-mêmes, ils ont documenté quelque chose de réel. Malgré sa liaison, malgré ses trahisons, Denise s'est retrouvée à tomber amoureuse de son mari. L'attention totale de Gabriel, libérée des distractions habituelles des obligations commerciales et sociales, lui rappelait l'homme qu'il avait poursuivi sans relâche 15 ans plus tôt. « J'avais oublié à quel point vous pourriez être romantique », a déclaré Denise à Gabriel en regardant le coucher du soleil depuis leur balcon privé lors de leur dernière nuit aux Bahamas. Gabriel la tenait près, sachant que ce moment de connexion authentique rendrait sa punition éventuelle plus dévastatrice. J'ai pensé à nous ces derniers temps, de ce qui compte vraiment. L'entreprise, l'argent, les obligations sociales. Rien de tout cela ne signifie rien si nous ne nous sommes pas mutuellement. Denise a senti des larmes dans ses yeux,
émue par ce qui semblait être la vulnérabilité émotionnelle de Gabriel. « Je t'aime, murmura-t-elle. Et à ce moment-là, elle le pensait complètement. « Je t'aime aussi, répondit Gabriel. Et la vérité terrifiante était qu'il l'aimait, même en connaissant sa trahison, même lors de la planification de sa destruction. L'amour de Gabriel est venu avec des conditions et des conséquences que Denise ne faisait que comprendre. À son retour de leur voyage, Denise s'est retrouvée plus conflictuelle que jamais. Gabriel semblait changer, devenir l'homme qu'elle était tombée amoureuse de 15 ans plus tôt. Pendant ce temps, Vincent devenait de plus en plus désespéré et exigeant, la faisant pression pour prendre des décisions qu'elle n'était pas prête à prendre. Pendant que son entreprise s'est effondrée autour de lui, la pression a monté lorsque Jem Wallace a contacté Denise avec des nouvelles inquiétantes. Le procès de Shaun approchait et la famille était confrontée à une ruine financière des frais juridiques. Jem avait été forcée de prendre un emploi en tant que caissière de l'épicerie après avoir perdu son poste de soins infirmiers lorsque le scandale s'est cassé. Et elle avait du mal à soutenir elle-même et Jake tandis que Shaun restait en prison. Je sais que Gabriel est en colère contre Shaun. Jem a plaidé lors d'un appel téléphonique en larmes, mais Jake n'a rien fait de mal. Il est en thérapie. Il a du mal à l'école. Et il continue de demander quand son père rentre à la maison. Lorsque Denise a provisoirement abordé le sujet avec Gabriel, sa réponse a été immédiate et ferme. Shaun a fait ses choix. Il a mis notre fille en danger, Denise. Certaines lignes ne peuvent pas être coiffées. Mais Jem et Jake n'ont rien fait de mal, a protesté Denise. Jake est juste un kid, et Jem n'était même pas là quand c'est arrivé. Gabriel regarda sa femme avec des yeux qui semblaient voir directement à travers elle. Jem était dans l'appartement de Vincent Jackson pendant que son fils était empoisonné de drogue et d'alcool. Elle a abandonné ses responsabilités en tant que mère pour poursuivre ses propres désirs égoïstes. Parfois, les gens innocents se blessent lorsque les autres font des choix égoïstes. Ce n'est pas de ma faute, c'est le leur. La conversation a laissé Lannis profondément instable, même si elle ne pouvait pas expliquer pourquoi. Les paroles de Gabriel portaient un poids qui suggérait qu'il parlait plus que la situation de Shaun et Jem. La façon dont il a mentionné Vincent Jackson par nom sans surprise ou en curiosité de la présence de Jem là-bas, il a fait de la question de ce que son mari a cru à propos de cette nuit. Gabriel. Pour augmenter la pression sur Denise tout en démontrant les conséquences de la trahison de sa confiance. Gabriel a embauché le traiteur le plus cher de la ville, a commandé des fleurs à 3 fleuristes différents et a organisé un quatuor à cordes qui avait joué lors des mariages de la société pendant des décennies. Chaque détail a été conçu pour créer un événement dont tous ceux qui ont assisté est impossible pour Denise se souviennent de Denise sans détruire sa réputation. À l'approche de février, Denise se sentait piégée entre deux choix impossibles. Passons à la cérémonie de renouvellement du vœu tout en poursuivant sa liaison ou en avouant Gabriel et en faisant face à des conséquences qu'elle ne pouvait pas imaginer. L'une ou l'autre choix avait l'impression de détruire quelque chose d'essentiel dans sa vie. Vincent, quant à lui, atteignait son propre point de rupture. Son entreprise échouait. Sa relation avec Denise était tendue et sa paranoïa sur la participation de Gabriel dans ses problèmes se renforçait chaque jour. Il a commencé à faire les erreurs que Gabriel attendait patiemment. Des décisions désespérées qui fourniraient les preuves finales nécessaires pour le détruire complètement. Chapitre 6. Le piège Springs. Janvier a amené Vincent Jackson au point de rupture que Gabriel avait soigneusement orchestré. Les activités de Vincent émoraient de l'argent à un taux non durable. Ces entrepreneurs abandonnaient les projets en milieu de construction et sa réputation dans l'industrie s'effondrait plus rapidement qu'ils ne pouvaient endommager le contrôle. Le stress affectait sa santé. Il a perdu 15 livres, développé de l'insomnie et a commencé à boire beaucoup pour faire face à la pression de montage. En désespoir de cause, Vincent a fait l'erreur que Gabriel attendait. Il s'est approché de Gabriel directement lors d'un événement de la chambre de commerce, le virant près du bar pendant la partie réseau de la soirée. « Gabriel, nous devons parler », a déclaré Vincent, sa voix portant le désespoir d'un homme de noyade. « Je sais que nous sommes des concurrents, mais je pense que quelqu'un cible systématiquement mon entreprise. » Gabriel a étudié Vincent avec l'expression d'un homme rencontrant une gêne mineure. Bien qu'en interne, il savourait ce moment, il avait prévu pendant des mois. Vincent avait l'air hagardé, désespéré et exactement comme l'homme brisé Gabriel voulait qu'il devienne. C'est une grave accusation. Vincent, avez-vous des preuves? Rien de concret, mais le modèle est trop cohérent pour être une coïncidence. Projet défaillant, permettre le refus,
le financement du financement est tiré, les propriétaires changeant soudainement les exigences. C'est comme si quelqu'un avec une influence sérieuse voulait que je détruise. Gabriel hocha la tête avec sympathie, jouant parfaitement son rôle. L'activité de construction peut être brutale, surtout pour les petites entreprises. Peut-être que vous êtes surpris. J'ai vu beaucoup de bons hommes échouer parce qu'ils ont pris plus qu'ils ne pouvaient gérer. Il ne s'agit pas d'être surpris, a insisté Vincent, sa voix s'élevant légèrement avant de se rattraper et de la baisser. Quelqu'un sabote délibérément mes projets. Quelqu'un avec des connexions avec la planification urbaine, l'inspection de construction et la gestion immobilière. Un long moment. Faites-moi savoir s'il y a quelque chose que je peux faire pour aider. La conversation a été brève, mais Gabriel a noté que le désespoir de Vincent était satisfait. Le projet de développement résidentiel appelé Riverside comme en phase 2, un assez grand pour résoudre tous les problèmes financiers de Vincent. Les intermédiaires de Gabriel, les avocats et les chefs de projet qui travaillent pour ces sociétés scellées, ont présenté l'offre en tant que partenariat commercial standard. Cela fournirait un allègement immédiat des flux de trésorerie à l'entreprise en difficulté de Vincent. Vincent savait qu'il était dangereux de travailler si étroitement avec le mari de son amant. Mais le désespoir financier a dépassé la prudence. Son entreprise était loin de la faillite. Son bail de bureau était en défaut et ses employés recherchaient d'autres emplois. Le projet Riverside Common a représenté sa seule chance de survivre professionnellement. Ce que Vincent ne réalisait pas, c'est que Gabriel avait structuré l'accord de partenariat avec la même attention méticuleuse aux détails qu'il a apporté à tous ses contrats commerciaux. Les clauses cachées dans la langue standard ont donné à Gabriel une large autorité sur les décisions du projet, les horaires de paiement et les normes de qualité. Vincent signait essentiellement un contrat qui lui faisait l'employé de Gabriel plutôt que son partenaire. Pendant ce temps, Denise avait du mal avec sa propre crise. Gabriel était devenu de plus en plus physique dans leur relation depuis son retour de leur voyage des Bahamas. Pas violent, mais intensément passionné d'une manière qui semblait à la fois excitante et possessive. Il semblait la vouloir constamment, lui faisant l'amour avec une urgence qui la laissait essoufflée et confuse. La nouvelle passion retrouvée de Gabriel n'était pas aléatoire. Il a été calculé de la guerre psychologique conçue pour créer une confusion émotionnelle et dépendance. Il utilisait l'intimité physique pour reconstruire des connexions émotionnelles tout en documentant simultanément les réponses de Denise pour une utilisation ultérieure. Des caméras cachées dans leur chambre installées par l'équipe technique de Ralph Cully ont capturé les véritables moments de passion de Denise et de vulnérabilité émotionnelle. L'attention était enivrante, mais cela a également fait en sorte que Vincent se sente trié et bon marché en comparaison. L'amour de Gabriel était confiant, commandant et se concentrait complètement sur son plaisir d'une manière qui lui a rappelé pourquoi elle était tombée pour lui au départ. La douceur de Vincent, qui semblait autrefois rafraîchissante, se sentait maintenant faible et incertaine. La cérémonie de renouvellement du vœu était à 6 semaines et Gabriel n'avait épargné aucune dépense en créant un événement dont tous ceux qui ont assisté. La liste des invités comprenait des responsables de la ville, des chefs d'entreprise et chaque grande figure de leur cercle social. Le maire participerait avec les juges, les dirigeants de l'industrie de la construction et les promoteurs immobiliers qui contrôlaient des milliards de dollars en développement local. La retenue de la cérémonie serait le suicide social pour Denise. Détruire sa réputation et éliminer son accès aux connexions commerciales qui ont rendu sa carrière immobilière possible. Mais passer par avec lui, tout en poursuivant une affaire ressemblait à une trahison au-delà de la réparation. Gabriel a regardé la lutte interne de sa femme avec l'intérêt clinique. Il lui donnait toutes les occasions d'avouer, de mettre fin à l'affaire, de choisir leur mariage plutôt que de ses désirs égoïstes. Le voyage romantique, la réconciliation passionnée, le renouvellement du vœu, tout cela a été conçu pour tester si Denise était capable de rédemption. Lorsque Denise a continué à rencontrer Vincent en secret, même en train de planifier une rencontre pour la semaine avant leur renouvellement de vœux, Gabriel savait qu'elle avait échoué à son test. Le temps pour la miséricorde était passé. L'équipe de surveillance de Gabriel a documenté la dernière réunion de Denise avec Vincent dans son appartement, capturant des photographies et des enregistrements audio qui serviraient de preuve dans la phase finale de son plan. La réunion était passionnée mais désespérée avec les deux amants qui ont du mal à concilier leurs sentiments avec leurs circonstances impossibles. Après le renouvellement du vœu, les choses devront changer, a déclaré Denise à Vincent alors qu'ils se trouvaient ensemble dans son lit. Gabriel planifie cette énorme cérémonie et tout le monde nous regardera. Je ne peux pas risquer de se faire prendre, donc nous serons plus prudents, a répondu Vincent. Bien que sa voix ne soit pas condamnée,
mon partenariat commercial avec Gabriel rend les choses plus faciles. J'aurai des raisons légitimes de communiquer avec lui, ce qui signifie que je peux rester plus près de vous. Aucun d'eux ne s'est rendu compte que leur conversation était enregistrée par les appareils que l'équipe de Gabriel avait installés dans l'appartement de Vincent lors d'une visite d'entretien organisée par la société de gestion du bâtiment. Une autre relation commerciale que Gabriel avait cultivée au fil des ans. Gabriel a passé en revue les enregistrements dans son étude ce soir-là, écoutant sa femme et son amant discuter de leur plan pour continuer à le trahir même après avoir renouvelé publiquement leurs vœux de mariage. Les preuves étaient écrasantes. Légalement admissibles et émotionnellement dévastateurs. Mais Gabriel n'a ressenti aucune tristesse, seulement la satisfaction au froid d'un maître d'échecs qui exécute un plan qui avait été des mois en développement. Vincent Jackson et Denise Clark avaient fait leur choix. Maintenant, il ferait face aux conséquences de ces choix d'une manière qu'il ne pouvait pas imaginer. Le piège a été réglé. Tout ce que Gabriel avait à faire était le printemps. Chapitre 7. La cérémonie de mensonges. La cérémonie de renouvellement du vœu était un chef-d'œuvre du théâtre public. Orchestré avec la même précision que Gabriel a apporté à ses projets de construction les plus complexes. Gabriel n'a épargné aucune dépense, créant un événement dont tous ceux qui ont assisté et servent parfaitement ses objectifs. La salle de bal de l'hôtel Grandview a été transformée en pays des merveilles d'hiver avec des sculptures de glace, des milliers de roses blanches et des lustres en cristal, créant une atmosphère de romance de contes de fées. La liste des invités se lit comme un répertoire de la structure de puissance de la ville. Le maire Sander Patterson a assisté à son mari avec 3 membres du conseil municipal, le chef de la police et le procureur de district. Les dirigeants de l'industrie de la construction ont rempli plusieurs tables, y compris des cadres des plus grands concurrents de Gabriel qui n'oseraient pas refuser une invitation de Gabriel Clark. Les promoteurs immobiliers, les cadres bancaires et les figurines de la société ont créé un public qui représentait des millions de dollars de relations commerciales potentielles. Gabriel avait également invité des membres soigneusement sélectionnés des médias, des photographes de la société, des journalistes d'affaires et des blogueurs qui ont couvert la scène sociale de la ville. Chaque instant de la cérémonie serait documenté, créant un dossier permanent de l'engagement public de Denise à leur mariage quelques jours seulement après sa dernière réunion avec Vincent Jackson. Denise avait l'air magnifique dans sa robe de créateur, une création personnalisée qui avait coûté plus cher que le salaire annuel de la plupart des gens. La robe lui était le cadeau de Gabriel. Choisi spécifiquement pour sa signification symbolique. Silk blanc pur qui représentait l'innocence et la fidélité qu'elle avait abandonnée des mois plus tôt. Les observateurs proches ont peut-être remarqué le léger tremblement dans ses mains alors qu'elle marchait dans l'allée, ou la façon dont son sourire n'atteint pas tout à fait ses yeux, mais l'impression écrasante était d'une femme profondément amoureuse de son mari. Gabriel portait un smoking personnalisé qui mettait l'accent sur sa présence dominante, regardant chaque pouce l'homme d'affaires prospère qui avait construit un empire à partir de rien. Sa confiance était absolue, son sourire authentique, car il savait exactement ce qui allait suivre. Cette cérémonie n'était pas seulement un renouvellement des vœux. C'était l'ouverture de la vengeance qui détruirait complètement ses ennemis. La cérémonie elle-même était la poésie en mouvement. Gabriel avait embauché le ministre le plus éloquent de la ville, un homme qui avait officié lors des mariages de la société pendant 3 décennies pour mener un service qui se souviendrait de toutes les personnes présentes. Des fleurs fraîches ont rempli la salle de bal de parfums chers, tandis qu'un quatuor à cordes a fourni de la musique de fond qui améliorait l'atmosphère romantique. Quand est venu le temps des vœux, les paroles de Gabriel étaient à couper le souffle. 15 minutes de promesses éloquentes qui ont fait des larmes aux yeux des invités et ont laissé Denise véritablement déplacée malgré sa culpabilité. Il a parlé du pardon, des deuxièmes chances et des liens incassables du véritable amour. Sa performance était tellement convaincante que Denise croyait presque que leur mariage pourrait survivre à sa trahison. « Ma belle femme », a dit Gabriel, tenant ses mains comme 200 invités ont regardé l'attention enveloppée, m'a donné le plus grand cadeau qu'un homme peut recevoir, une confiance absolue. Dans un monde plein de tromperies et de trahisons, Denise m'a montré ce que signifie la vraie loyauté. Elle est mon partenaire, mon confident, ma meilleure amie. Je promets de chérir cette confiance pour le reste de nos vies. La foule a éclaté en applaudissements, et même Denise a senti des larmes coulant sur son visage. Pendant un moment, elle croyait que les paroles de Gabriel étaient authentiques, que leur mariage pourrait en quelque sorte survivre au secret qu'elle portait. La culpabilité était écrasante. Voici son mari déclarant publiquement son amour et sa confiance alors qu'elle le trahissait systématiquement depuis des mois. Ce que Denise ne savait pas,
c'est que les paroles de Gabriel ont été soigneusement choisies pour leur signification ironique. Il chérisait en effet sa confiance, traisant spécifiquement la preuve de la façon dont elle l'avait violée. Chaque promesse qu'il a faite était un contrat verbal qui rendrait sa punition éventuelle plus dévastatrice. Les vœux de Gabriel ont continué avec ce qui ressemblait à une véritable émotion. Il y a 15 ans, j'ai promis de vous aimer, de vous honorer et de vous protéger. Ce soir, je renouvelle ces promesses avec une sagesse qui ne vient que du temps. Je comprends maintenant que l'amour n'est pas seulement la passion. Il s'agit de se choisir tous les jours, même lorsque ce choix est difficile. Il s'agit d'être fidèle lorsque la fidélité est testée. Il s'agit de la confiance qui peut survivre à n'importe quel défi. L'imagerie religieuse n'a pas été perdue pour les invités réunis. Gabriel se positionnait comme le mari fidèle, le protecteur dévoué, l'homme qui a honoré ses engagements quel que soit le coût personnel. Lorsque la vérité sur la trahison de Denise a finalement émergé, tout le monde présent se souviendrait de ces mots et du contraste entre la dévotion de Gabriel et la trahison de sa femme. Pendant la réception, Gabriel était l'hôte parfait, présentant Denise aux clients potentiels et établissant des relations commerciales qui bénéficieraient à sa carrière immobilière. En supposant qu'elle a toujours eu une carrière après que Gabriel ait terminé avec elle, il a dansé avec elle comme si elle était la seule femme au monde, chuchota les promesses romantiques à l'oreille et jouait le rôle de mari dévoué parfaitement. Vincent Jackson n'a pas été invité à la cérémonie, mais il a regardé depuis son appartement que des photos apparaissent sur les réseaux sociaux tout au long de la soirée. Chaque image était une touche de couteau. Denise riant dans les bras de Gabriel, le couple coupant son gâteau d'anniversaire, le discours sincère de Gabriel sur la confiance et la loyauté. La paranoïa de Vincent à propos de la connaissance de Gabriel de leur affaire apportait avec son espoir désespéré qu'ils pourraient continuer leur relation malgré le renouvellement du vœu. À minuit, Vincent était ivre et furieux. Envoi de SMS Denise. Elle était trop occupée pour lire immédiatement. Son désespoir le rendait imprudent, exactement comme Gabriel l'avait prévu. Un homme désespéré fait des erreurs. Et Gabriel avait besoin de Vincent pour commettre les erreurs spécifiques qui fourniraient une justification légale pour le détruire. The real coup to grace came during Gabriel's toast to the assembled guest. Il parla de la famille, de l'importance de s'entourer de personnes qui ne trahiraient jamais sa confiance. Tandis qu'il parlait, la chaise vide de Shawn était visible de tous. Un rappel appuyé que le pardon de Gabriel Clark avait des limites, déjà dépassées. Certains d'entre vous ont posé des questions sur l'absence de mon frère Shawn ce soir, dit Gabriel, sa voix résonnant clairement dans la salle de bal. Shawn a fait des choix qui ont mis ma fille en danger. La famille est primordiale pour moi, mais la famille implique des responsabilités. Lorsque ces responsabilités sont abandonnées, les privilèges qui les accompagnent le sont aussi. Le message était clair pour tous. La loyauté de Gabriel Clark était conditionnelle, et ceux qui trahissaient sa confiance risquaient l'exil permanent. Plusieurs invités se sont sentis mal à l'aise, se souvenant de relations d'affaires qui avaient mal tourné lorsque des associés avaient tenté de tromper Gabriel. Gabriel a poursuivi son toast avec une chaleur apparente, mais avec des nuances que lui seul comprenait pleinement. Ce soir, nous célébrons non seulement l'amour, mais aussi la confiance. La confiance entre mari et femme, la confiance entre amis, la confiance qui rend les relations d'affaires possibles. Cette confiance est sacrée, et ceux qui l'honorent auront toujours mon soutien. Ceux qui la trahissent. Gabriel marqua une pause, laissant planer le sous-entendu. Eh bien, ils ont appris que certaines décisions ont des conséquences permanentes. Denise ressentit un frisson qui n'avait rien à voir avec le temps hivernal. Les mots de Gabriel semblaient s'adresser à elle, même si elle se dit que c'était de la paranoïa provoquée par la culpabilité. Gabriel, lui, ne l'a sûrement pas fait. Ils étaient au courant de sa liaison. Son attention accrue et ses gestes romantiques étaient sûrement de véritables tentatives pour consolider leur mariage, et non une guerre psychologique calculée. Mais au fil de la soirée, Denise remarqua des détails qui la mirent de plus en plus mal à l'aise. Gabriel lui présenta des personnes qu'elle n'avait jamais rencontrées, mais qui semblaient connaître des détails intimes de son activité immobilière. Il mentionna des relations clients dont elle ne se souvenait pas avoir discuté avec lui. Plus troublant encore, il semblait être au courant de rendez-vous et de réunions dont elle était certaine de n'avoir jamais parlé. La photographie était complète et professionnelle, Gabriel insistant sur des portraits formels, des clichés spontanés et des photos de groupe qui immortalisaient chaque instant de la soirée. Gabriel expliqua qu'il voulait immortaliser leur bonheur pour la postérité, mais cette attention à la documentation lui semblait excessive et intentionnelle, d'une manière que Denise ne pouvait exprimer.